Merci d'être avec nous. Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir Darius Rochebin. Merci d'être là. Nous entrons dans cette semaine importante pour la droite en France. Le vote qui départagera Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. LCI vous proposera une émission spéciale le 15 mai où l'un et l'autre répondront dès 20h40 à nos questions. Je serai avec Amélie Carouer et Adrien Gindre. Sarah Knafo, le lien avec vous n'est pas si lointain puisque vous êtes courtisée de manière assez ouverte politiquement, notamment par Laurent Wauquiez. Il faut lire ce qu'il dit exactement. J'ai beaucoup d'estime pour Sarah Knafo. Il s'agit de quelqu'un de talentueux sur l'économie, la sécurité, l'immigration. Et il ajoute, je crois au rassemblement de tous les Français qui partagent les valeurs de droite. Ça s'appelle une main tendue. Que lui répondez-vous ? Comme lui, je crois au rassemblement de tous les Français qui partagent les valeurs de droite. D'abord parce que je suis polie, je le remercie pour ses mots et pour son estime. Je pense que chez Reconquête, on a longtemps prêché seul pour cette union des droites qui avait été refusée par tout le reste de la droite. J'incluais le Rassemblement national dans la droite avant qu'eux-mêmes ne s'excluent en disant qu'ils n'étaient pas de droite. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils avaient refusé. Moi, je me souviens en 2022, quand on avait tendu la main au Rassemblement national, ils avaient dit « on peut pas se mettre avec des gens qui veulent augmenter l'âge de départ à la retraite ». Est-ce que vous lui retournez le compliment ? Il dit voilà, estime, talent sur l'économie, la sécurité, l'immigration. Alors, est-ce que je retourne le compliment à Laurent Wauquiez ? Je lis ce qu'il dit récemment. Je trouve qu'il y a des idées intéressantes. Je pense qu'il y a des constats qui sont partagés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette main tendue ? Je pense que déjà, c'est essentiel qu'il y ait une conscience d'appartenir à un même bloc de droite. Et cette conscience, c'est pas juste sémantique, c'est pas un combat sur quel clivage, quel nom on lui donne, etc. Je pense qu'il y a des répercussions très concrètes. La première, à mon avis, c'est que chacun fasse son devoir quand on arrive dans des seconds tours, que ce soit pour l'élection présidentielle ou pour les élections législatives. Or, si on regarde l'histoire politique récente, on s'aperçoit que, malheureusement, la famille politique, les Républicains, a appelé à voter Emmanuel Macron en 2022, à peine 10 minutes après le résultat du second tour. Nous, on a fait notre devoir en appelant à voter pour Marine Le Pen à l'époque. Quand on regarde 2012... Vous auriez voulu qu'ils appellent à voter pour Marine Le Pen ? Oui, j'aurais voulu qu'il y ait cette grande conscience d'appartenir à un même bloc de droite et de se dire sur des sujets fondamentaux, on défend les mêmes choses. Il y a des divergences. Je vous disais, pour moi, le Rassemblement national est socialiste d'un point de vue économique. Pour moi, les Républicains ont beaucoup trahi. J'en venais d'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra. Je reviens juste sur ma dernière un peu les choses, pardon. Vous savez très bien précisément que ce qu'il dit là positivement, c'est sur vous et pas sur Marine Le Pen, ni d'ailleurs sur Éric Zemmour. Il faut revoir sur Internet la séquence complète, elle est fantastique parce que c'est, il répond en l'occurrence à Sonia Mabrouk et lui pose la question sur Zemmour. Et il évite Zemmour, il met de côté Zemmour, il met de côté Reconquête et il va à vous. Parce qu'il considère qu'il y a un petit phénomène Sarah Knafo. Donc c'est symptomatique, c'est-à-dire que c'est votre place à vous, c'est pas celle de Reconquête. Alors, si je puis me permettre, le même Laurent Wauquiez avait, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, invité Éric Zemmour aux Républicains en lui disant « tu es ici chez toi ». Donc, je pense qu'il y a quand même des convergences. Oui, il vous drague collectivement. Allez, admettons. De dire. Je dis juste un mot sur 2012. 2012, moi, je me souviens, et je pense que ça a été un traumatisme pour beaucoup de gens de ma génération de droite qui voulaient la victoire de la droite et pas celle de François Hollande, que Marine Le Pen avait refusé d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy, ce qui lui avait peut-être coûté les quelques points précieux qui le séparaient de la victoire. On a eu François Hollande. On connaît la suite de l'histoire. Ça nous a valu Emmanuel Macron. Ce que je veux dire par là, j'en conclus par là, c'est pas pour rappeler et faire l'exégèse de tout ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années, c'est pour dire que cette conscience d'appartenir à un même bloc doit avoir des répercussions concrètes. Je suis très contente de lire les propos que Laurent Wauquiez a tenus, non pas parce qu'il flatte mon ego ou moi-même, je le prends pas personnellement, je pense que ça signifie quelque chose sur la prise de conscience qu'on appartient tous à un même combat aujourd'hui. Sarah Knafo, il y a toujours, il y aura ce choix cette semaine, et je le répète, les deux s'exprimeront sur LCI, ce sera le 15. Vous préférez Wauquiez ou Retailleau ? Franchement, pour moi, ce sont les mêmes. Je vois pas vraiment de différence entre les deux. Quand je les écoute, les deux reconnaissent d'ailleurs qu'ils ont peu de différence sur la ligne. En tout cas, on n'en a pas entendu pendant... Jamais les mêmes. Il y a deux candidats, il y a deux sensibilités, il y a deux styles. Moi, je vous avoue que j'étais aux Républicains par le passé. Si j'ai quitté les Républicains, c'est pas pour voter aujourd'hui pour l'un des deux. Si vous aviez encore votre carte aux Républicains, vous voteriez pour lequel des deux ? Je ne l'ai plus. Non, franchement, je sais pas vous dire. Pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Vous êtes bien sûr de ça ? J'en suis certaine. Aujourd'hui, il y a ce vieux, lieu commun journalistique très commode sur David et Goliath. Dans la réalité, vous savez que c'est différent. Ils sont Goliath, vous êtes David en termes électoraux, pas vous personnellement, vous avez une notoriété personnelle très forte, mais le parti aux législatives, vous avez fait quoi, 0,08 au premier tour? Si vous comptez sur l'ensemble de la France, oui, mais rappelons que puisqu'on est les seuls à défendre l'union des droites, on avait fait le choix de ne mettre que 300 candidats et donc de se priver des candidats qui auraient augmenté la moyenne nationale. En revanche, si on regarde la présidentielle... Eux font 10 fois plus, quoi. Rappelez-vous du score de Valérie Pécresse, elle a fait 4%, Éric Zemmour avait 3 mois de politique, il a fait 7%. Tout est relatif, je vous le concède volontiers. Cela étant, est-ce qu'une forme d'union où eux seront la pièce principale est inévitable un jour?
Ou est-ce que vous l'éviterez ? Je pense que oui. Je pense que l'union est inévitable. Je pense qu'on devra gagner tous ensemble. C'est pour cela que je vous disais les éléments que je vous ai donnés. Je pense que si tout le monde faisait son devoir de patriote et se disait qu'au moins au second tour, qu'au moins pour des législatives, on devait se mettre ensemble, alors à mon avis, on gagnerait, on gouvernerait ensemble. Aujourd'hui, chez Reconquête, on est les seuls à le proposer concrètement. Pas des appels du pied aux électeurs, mais concrètement des alliances. Je pense que les électeurs ne comprennent pas. 80% des électeurs de droite veulent cette union. Et pourtant, au sein des partis, on est les seuls à la proposer. Je pense que les électeurs ne comprennent pas. Moi, je vous ai dit, j'y vois deux raisons. La première, c'est que le Rassemblement national ne reconnaît même pas la droite. Ils disent qu'ils ne sont pas de droite, ils sont plutôt socialistes en économie. À mon avis, ça les freine et ça les met à côté. C'est peut-être aussi pour ça que Laurent Wauquiez ne parle pas du Rassemblement national, mais plutôt de ma personne et donc de Reconquête plus largement. Et je pense que côté LR, ils sont malheureusement tenus par des hiérarques. Quand vous voyez leur soutien aujourd'hui, quand on voit Gérard Larcher, Valérie Pécresse, Jean-François Copé, on se dit que peut-être que ça leur donnera des pudeurs. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté les Républicains. C'est parce que j'ai constaté qu'en campagne, ils parlaient comme la droite et qu'une fois au pouvoir, ils gouvernaient sous les ordres de la gauche. Et c'est pour ça qu'on n'est pas forcé de croire en leurs promesses. On nous les a déjà beaucoup faites, on nous a déjà beaucoup promis à droite. Et malheureusement, je pense que si on les laisse livrer à eux-mêmes, si c'est eux qui ont le leadership, ce que je pense n'arrivera pas pour cette raison, si c'est eux qui ont le leadership, j'ai peur qu'à chaque fois, ils soient soumis à cette pression de la gauche, cette pression presque morale. Alors qu'à l'inverse, si c'est des gens comme nous, comme Éric Zemmour, comme moi, comme Reconquête, si c'est nous qui avons le leadership, on les inclura, mais ils seront pour le coup soumis à la pression de la droite et obligés de gouverner dans le sens de ce que veulent les Français. On reparlera contenu, mais en stratégie encore, 2027 pour la présidentielle, est-ce qu'il y aura nécessairement, quoi qu'il en soit, un candidat Reconquête ? Nécessairement. Et quoi qu'il en soit, parce que je pense que nos idées ne sont représentées nulle part ailleurs. Je pense que la sincérité, le courage de la vérité qu'on représente, on ne les retrouve nulle part ailleurs. Donc oui, il y aura nécessairement un candidat Reconquête. Est-ce que ce sera nécessairement Éric Zemmour ? Alors je ne veux pas annoncer sa candidature à sa place. C'est pas mon rôle et vous avez quand même quelques affinités. Oui, mais c'est pas à moi de l'annoncer quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est le candidat naturel ? Est-ce que ça reste le candidat naturel de Reconquête ? Moi, ce que je pense, alors oui, ce que je pense, c'est que on n'a pas deux fois l'occasion dans l'histoire politique française de pouvoir voter pour quelqu'un comme lui. J'entends beaucoup de gens qui me disent il n'a pas les qualités d'un politique. Et par les qualités d'un politique, les gens entendent souvent le cynisme, la rouerie, la capacité à mentir. Alors ça, c'est vrai. Il a peut-être pas ces qualités-là, mais il n'a pas non plus les défauts d'un politique. Je pense que c'est un homme de l'histoire. Vous savez, Malraux, quand il y avait l'élection entre De Gaulle et Mitterrand, avait fait un discours magnifique au Palais des Sports où il disait « Vous avez le choix entre tous les politiciens ». Que vous trouviez il y a 100 ans, que vous trouviez au sein de la 4e et de la 3e République, que vous trouverez encore dans 100 ans. Et puis vous avez le choix avec un homme de l'histoire. Cet homme de l'histoire, à l'époque, bon, évidemment, c'était le général de Gaulle. Je dis pas qu'il y a une équivalence, mais ça me frappe, cette distinction entre un homme de l'histoire, quelqu'un qui peut avoir une vision. Il a comme ça des fulgurances où il se rend compte, il s'aperçoit de phénomènes qui vont se passer dans 20 ans, dans 30 ans. Aujourd'hui, tout le monde le lui reconnaît. Bruno Retailleau qui se met à parler comme lui. Vous avez peut-être entendu pas mal de gens qui disaient, mais en fait, Éric Zemmour avait raison. Alain Duhamel, pour ne pas le citer, qui est quand même un vrai modéré et qui lui dit en fait vous aviez raison quand vous disiez des choses il y a 20 ans. On vous prenait pour un fou, on se disait il exagère, et puis aujourd'hui ça paraît presque banal. Tout le monde reprend ses constats. Donc je pense qu'on n'aura pas. Oui, pas tous. Tout le monde à droite, pardon, oui. Vous avez raison, tout le monde à droite. Donc je pense qu'on n'aura pas 10 fois l'occasion d'élire une telle personne à la tête de l'État français. Je pense que c'est ce dont on a besoin, que c'est ce dont les autres partis souffrent. Là, le contenu maintenant, allons-y, et notamment mardi, ce sera cette grande émission sur TF1 avec Emmanuel Macron et notamment les annonces possibles sur des référendums. Vous avez dit des différences avec le RN pour vous et avec une partie de la droite, c'est que vous assumez une politique, disons, libérale. Est-ce que ça peut être un objet de référendum pour vous ? Alors, c'est vrai qu'en France, on est tellement baigné dans le socialisme que dès qu'on dit qu'il faut arrêter d'être le peuple le plus taxé du monde, on est tout de suite libéral. Moi, je pense que c'est du bon sens. Dire qu'on a les dépenses publiques, sociales les plus élevées du monde et qu'il faudrait peut-être arrêter parce qu'on n'a jamais réussi à prouver que c'était un gage de croissance économique, je pense que c'est du bon sens. Dire que c'est anormal qu'on paye chaque année 1300 milliards d'euros d'impôts, c'est-à-dire juste pour que les gens comprennent, c'est qu'à la fin de notre entretien, Darius Rochebin, les Français auront payé 50 millions d'euros d'impôts. C'est de la folie. On a 1000 milliards d'euros de dettes. C'est aussi pour ça que les gens payent des impôts. Il faut l'avoir en tête. 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Pour vous donner juste un chiffre que je trouve frappant, si Bruno Le Maire voulait rembourser la dette qu'il a causée, les 1000 milliards, il devrait faire la plonge pendant 62 millions d'années. Juste pour vous donner un ordre de grandeur. Qu'il l'a causé, vous savez bien, on va pas refaire tout ce débat, mais que le Covid a causé, que tant de choses ont causé. C'est pas Bruno Le Maire, le pauvre. Ils promettaient, tous deux, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, de réussir à réduire la dette
dette et notre dépendance à l'égard de l'étranger, puisqu'elle est aussi beaucoup détenue par l'étranger. Et regardez le résultat aujourd'hui, 3 400 milliards d'euros de dette. Une explosion chaque année. À ce compte-là, Sarah, vous savez combien les gouvernements successifs ont échoué. Donc, au fond, si effectivement il y a un objet de référendum où le peuple français pourrait dire « nous sommes prêts effectivement à mettre un cran d'arrêt à cette espèce de dérive », ce serait quoi? Alors, sur le référendum, d'une part, bien sûr, je vous dirais l'immigration. Maintenant, si on regarde vraiment sur la partie des finances publiques, je pense qu'il faut réussir à avoir un mandat très clair sur la baisse des dépenses publiques. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce, celui dont personne ne parle, à savoir il faut enfin baisser les dépenses. Quand j'entends cette fameuse droite de gouvernement qui nous dit que pour réussir à baisser les déficits publics, il faudrait augmenter les impôts, mais moi je me dis c'est quand même fou qu'on ait le choix en France que entre des socialistes de gauche et des socialistes de droite. Un vote sur le frein à l'endettement, vous savez que ça existe dans certains pays où les peuples votent, parfois c'est le Parlement, parfois c'est un vote populaire, sur vraiment une interdiction de dépasser un certain endettement. Oui, je pense que ce serait une bonne idée, une fameuse règle d'or. On n'a pas voté un budget à l'équilibre en France depuis 1974, ça remonte et ça explique notre dette. Je pense qu'il faudrait demander aux Français, je disais, un mandat clair, c'est-à-dire pour enfin arrêter avec ces blocages administratifs, ces blocages politiciens de gens qui ne veulent pas remettre en cause la dépense, il faudrait demander aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'au lieu qu'on arrête de vous demander des efforts fiscaux, de travailler plus parfois alors que ça n'est pas à vous de faire un effort, est-ce que vous préférez arrêter de payer 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public par exemple? Est-ce qu'à l'heure du divertissement de masse partout sur Internet gratuit, vous voulez continuer de payer avec vos impôts pour les humoristes de gauche de France Inter qui vous insultent? Est-ce que vous trouvez normal de payer sur votre feuille de salaire 4% tous les mois pour donner à la fin 7 milliards d'euros à France Travail, alors que aujourd'hui, une très très faible minorité trouve un emploi grâce à France Travail, 12% d'après l'INSEE plus précisément. À l'heure où vous trouvez un emploi sur LinkedIn, sur toutes les agences d'intérim, est-ce que vous voulez continuer de donner 7 milliards d'euros à France Travail? On pourrait continuer. Est-ce que vous voulez continuer de donner 23 milliards d'euros de subventions aux associations? Est-ce que vous voulez continuer de dilapider 16 milliards d'euros d'aide publique au développement à une myriade de pays étrangers? Moi, je connais la réponse. Bien, tous les exemples que vous avez cités, on est d'accord ou non avec vous, mais enfin, ce sont des milliards. Je ne dirais pas que c'est peu de choses, mais par rapport à l'immensité de l'aide sociale, vous savez très bien que c'est là l'État-providence, l'État social français qui coûte. C'est pas les exemples que vous avez donnés. Est-ce que là, vous aurez le courage de dire on sera moins social? Parce que c'est ça. Bien sûr. Alors, être moins social, vous assumez ça? Alors, on peut y aller sur le social. Je réponds juste sur ça. Vous savez peut-être que François Bayrou cherche désespérément 40 milliards d'euros. En même pas 30 secondes, je vous les ai déjà donnés, ces 40 milliards. Donc ça n'est pas une goutte d'eau. Ça n'est pas rien du tout. Et je pense qu'avec cette mentalité du c'est 1 milliard, c'est pas grand-chose, on est arrivé là où on est. Je me souviens de Dominique Strauss-Kahn qui disait sur un plateau télé 20 millions de francs ou d'euros, je sais plus à quelle époque il disait ça, 20 millions, c'est pas, pour l'État, c'est de l'argent de poche. Cette mentalité socialiste nous a menés là où nous sommes. 1 milliard d'euros, c'est énorme, c'est colossal, c'est vraiment colossal. Donc, trouver à ce point de milliards dans la dépense, dans les gabegies, on peut le faire. Sur le social, demandons aux Français, par exemple, s'ils veulent continuer de donner 20 milliards d'euros par an pour des prestations non contributives aux étrangers. Et quand je dis étrangers, je ne dis pas français d'origine immigrée, mais des étrangers. Ça, c'est une aberration dans le monde. Vous ne trouverez pas d'autres pays qui dépensent autant pour des gens qu'il a accueillis sur son sol et qui étaient donc censés rapporter quelque chose au pays. Vous regardez la Suisse, à partir de 6 mois de chômage, vous êtes renvoyé du pays. Vous regardez les États-Unis, quand vous obtenez votre green card, si vous passez 3 semaines, vous êtes par exemple viré de votre boîte ou vous voulez changer d'emploi mais vous n'en trouvez pas, ils vous disent au revoir, vous rentrez maintenant chez vous puisque vous n'apportez plus rien économiquement. Et nous, au lieu de dire ça, on dépense 20 milliards d'euros qu'on prend dans la poche des Français pour les donner à des étrangers. Je pense connaître la réponse à ce référendum. Au-delà de ça, quelle est la révolution, disons, conservatrice que vous espérez? On va parler dans un instant du rôle de Trump et notamment qui est en train d'évoluer vis-à-vis de l'Europe. Il sera intéressant d'avoir aussi votre regard sur la partie, disons, internationale. Mais quand on voit ce que dit Trump sur la migration, Vance, son vice-président, sur les mœurs, sur l'Europe, certains disent on est entré dans une contre-révolution, appelons-la comme on voudra, réactionnaire, de droite, conservatrice. Quel mot vous utilisez, vous ? Révolution, je pense que ça peut faire l'affaire. En tout cas, je crois qu'on est en train de mettre un coup d'arrêt à un modèle que les peuples rejetaient en masse. La première question que je me pose... Lequel ? C'est quoi ce modèle d'après vous ? Alors, je vais essayer de le décrire. La première question que je me pose et que je pense les Français se posent, c'est est-ce que c'est possible finalement de changer quoi que ce soit ? Avant même de savoir comment on l'appelle, est-ce que Trump c'est bien, est-ce qu'un tel c'est mieux, etc. Est-ce que c'est possible de changer quoi que ce soit ? Et je pense qu'en France, on est victime d'un grand fatalisme, malheureusement. C'est-à-dire qu'on est sorti du déni, mais maintenant on se dit en fait nos problèmes sont tellement graves qu'on n'y arrivera jamais. Je vous prends un exemple, l'économie. On vient d'en parler. On se dit on est tombé tellement bas qu'on n'y arrivera pas. Et puis on regarde ce qui se passe ailleurs. On regarde Milei en Argentine.
fantastique. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert, il a jugulé l'inflation, il est en train de réduire la pauvreté, la croissance explose. À la tronçonneuse, avec des sacrifices sociaux énormes. Oui, ouais. Si c'était le cas, faudra-t-il les assumer ici? Et pourtant, le taux de pauvreté baisse. Vous vous rendez compte de ce qu'on a mis dans la tête des gens? On leur a fait croire que grâce à l'État, ils s'enrichissaient. Et vous avez un homme qui arrive avec sa tronçonneuse et il y a moins de pauvres qu'auparavant. C'est quand même fantastique comme laboratoire. Même le FMI dit que c'est un modèle aujourd'hui. Il y a eu une phrase d'ailleurs savoureuse de Milei qui dit: vous savez quelle est la différence entre un fou et un génie? Le succès. On le prenait pour un fou et aujourd'hui les gens se disent... Ça veut dire quoi? Que votre famille, selon vous, c'est quoi? C'est Milei, c'est Trump, c'est Vance? Moi, ce sont des cousins pour vous? Je regarde ce qu'il y a de bien partout, je regarde évidemment Mélanie, je regarde ce qui se fait de bien partout. Si on parle de sécurité, on a dit sur l'économie, on regarde un pays où c'est possible. C'est possible rapidement, en un an de pouvoir. Sur la sécurité, on se dit on est tombé tellement bas, on voit cette affaire atroce du rodéo urbain, ce jeune homme qui vient cracher sur sa victime qui est entre la vie et la mort, ce pauvre pompier, et on se dit on est tombé tellement bas, il y a une telle sauvagerie qu'on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à relever le pays, se disent certains. Et pourtant, là encore, vous regardez un autre laboratoire, bon, toujours en Amérique latine il se trouve, vous regardez Nayib Bukele au Salvador. Et vous voyez cet homme qui prend le pouvoir à 37 ans, qui arrive dans un pays qui est le pays le plus dangereux du monde selon tous les critères. Taux d'homicide le plus élevé du monde. Et puis, 3 ans plus tard, ça devient le pays le plus sûr de tout l'hémisphère occidental. Plus sûr que le Canada en 3 ans. Quelle technique ? Il a enfermé tout simplement les criminels. Donc il a enfermé des milliers de criminels et il a libéré des millions de Salvadoriens. Vous ne citez pas d'exemple européen, c'est curieux, pourquoi pas? Je vous ai dit Mélanie. Mélanie, c'est un exemple pour vous? C'est absolument, c'est un exemple. Alors là, vous voyez pareil, une femme dont on disait qu'elle était radicale, on l'insultait de tous les noms, elle était fasciste, etc. Et puis aujourd'hui, quand vous regardez la presse mainstream, c'est la femme forte de l'Europe. Moi, j'y crois à ça. Moi, je me dis finalement, la diabolisation, ça existe avant qu'on prenne le pouvoir. Et puis quand on arrive au pouvoir, les gens s'aperçoivent qu'il y a du succès, l'économie repart, la criminalité baisse. Et puis voilà, le lendemain, les gens se disent, en fait, c'est ça qu'il nous faut. Vous avez peut-être un adversaire en la personne du nouveau pape, Léon XIV. Vous avez vu son dialogue. Alors, il était encore cardinal à l'époque, cardinal Prévost, contre J.D. Vance. Échange sur la question de la migration. C'est vraiment au cœur de ce que vous souhaitez, parmi d'autres sujets, et surtout ce que Vance souhaite, puisqu'il dit que ça doit être dans cette grande révolution conservatrice le grand tournant. Prévost, Vance, qui est très catholique, revendiquait l'évangile. Réponse de Prévost: Jésus ne nous demande pas de classer notre amour pour les autres. Réponse à la réponse. J'ai trop de respect pour le culte catholique pour dire que le pape serait mon adversaire. Ne me prêtez pas à cette intention. Au contraire, j'ai écouté ses premières prises de parole et je les trouve sensées. Il a l'air plein de bonté. Donc non, ne me prêtez pas le fait de penser que sur le la pape question de la migration, adversaire. il a clairement, c'est assez rare qu'un responsable, disons en l'occurrence religieux, soit aussi catégorique contre la position migratoire qui est celle de Vance ou la vôtre. Je trouverais un peu déplacé de ma part d'engager une sorte de débat politique avec une autorité morale comme celle du pape. Je pense que vous connaissez ma position sur l'immigration. Je pense qu'on ne protégera pas le christianisme européen, qu'on ne protégera pas le catholicisme européen si on continue de le diluer à ce point, ça c'est certain. Mais en revanche, de là à dire que je vais engager une polémique avec le pape, loin de moi l'idée. Quelle est la droite dont vous êtes exactement nostalgique? Il y a un très intéressant numéro de Match cette semaine sur la nostalgie Chirac. Alors, par certains côtés, il avait des côtés plus radicaux socialistes que de droite en réalité. Mais enfin, il y a eu quelques phrases, fameuses phrases sur les bruits et l'odeur, etc., qui étaient classées comme plutôt d'extrême droite. Dans d'autres domaines, il était d'une droite très classique. C'est un modèle pour vous? Alors pas du tout. Je pense que la nostalgie que certains peuvent avoir de Jacques Chirac, c'est ce côté franchouillard qui mange de la tête de veau. C'est un peu le côté OSS 117. Non, justement, ça c'est la nostalgie qu'on peut avoir. En fait, c'est l'image d'un des derniers présidents qui nous apparaissait comme un peu le cliché français tel qu'on l'aime, tel qu'on a envie qu'il continue d'exister. Ça oui. Ensuite, politiquement, quand on regarde Jacques Chirac, c'est l'inventeur du cordon sanitaire, c'est le regroupement familial, c'est celui qui, par réflexe politicien, fait battre Giscard et qui donc nous amène Mitterrand au pouvoir. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un modèle politique. Est-ce que c'est pas la droite qui risque justement de revenir? Retailleau ou Wauquiez, l'un ou l'autre gagnera cette semaine. Si c'est le retour du chiracisme, prendre de l'espace. Si c'est le retour du chiracisme, c'est-à-dire que c'est le retour des trahisons. Moi, j'ai plutôt comme modèle Marie-France Garot, bourgeoise, forte, qui a gouverné la France pendant beaucoup d'années. Comme modèle Marie-France Garot, qui, vous le savez, avait été séduite au départ par la personnalité de Jacques Chirac, qui a été très déçue ensuite, et qui avait dit cette phrase en parlant de Jacques Chirac. Elle disait: Mitterrand a détruit la Ve République par orgueil, Giscard par vanité et Chirac par inadvertance. Alors, puisque vous les citez, on a mis les deux visages que vous citez le plus volontiers, c'est Marie-France Garot, donc effectivement la conseillère très à droite de Chirac, d'ailleurs comme vous le dites à la fin, elle a trouvé que vraiment il n'était pas assez à droite pour elle, et Margaret Thatcher, deux femmes.
Tout à fait. Marie-France Garot, que j'ai eu la chance de connaître. Quand j'étais étudiante à Sciences Po, je l'avais invitée pour une conférence sur le souverainisme. J'ai eu la chance de la côtoyer, de passer du temps avec elle le dimanche chez elle, qui est Anatole France. C'est une grande dame. C'est la culture, la droiture, l'honnêteté. Enfin, vraiment une grande dame. Et pour Margaret Thatcher, écoutez, ce qui me parle dans son parcours, alors évidemment, il y a le fond des idées. Il y a aussi le profil de cette femme, qui est une fille de commerçant comme moi, et qui arrive face en plus dans un monde d'hommes de la Grande-Bretagne. On apprend quoi en étant commerçant ou fille de commerçant ? On en apprend tellement. Bon, on apprend l'économie réelle. En fait, on apprend l'économie incarnée. Alors après, j'ai fait de l'économie dans les livres et en théorie, mais quand on est fille de commerçant, on apprend l'économie incarnée, c'est-à-dire ce que c'est de se réveiller tôt le matin, de rentrer tard le soir, la peur de perdre un client, le respect de la parole donnée. Enfin, on apprend énormément de choses sur l'économie. Sarah Knafo, un mot encore sur cette vague de droite, ces jeunes femmes de droite, alors trentenaires, jeunes quadragénaires. Il y a un exemple. Alors aux États-Unis, il y en a plusieurs autour de Trump. Il y a notamment sa porte-parole, Caroline Leavitt, avec cette image extraordinaire qui était souvent des images des féministes plutôt de gauche qui amenaient leur enfant au bureau. Elle s'est fait photographier dans son bureau en travaillant avec son enfant sur les genoux. Comment vous qualifiez cette nouvelle vague ? Il y a une vague visiblement alors c'est pas que des femmes, je ne veux pas réduire à ça, mais autour de Trump en particulier. Sur la question des enfants, je pense que c'est devenu vraiment un combat de droite, même si ça devrait être un combat national et de tous, consensuel. C'est un combat pour la natalité. Vous le savez, on a une natalité déclinante, donc il y a une nouvelle vision des choses, je pense, avec un J.D. Vance qui est toujours avec ses enfants, avec Caroline Leavitt qui montre, là vous l'avez montré, son enfant dans son bureau. C'est la grande affaire, ça, quand Musk, alors Musk, il est à 14 enfants, je crois que c'est difficilement rattrapable par tout le monde, mais cette idée que l'Occident, c'est ça, c'est l'Occident blanc. Pas que l'Occident, il y a aussi, vous avez le Japon, vous avez la Corée du Sud, ce sont des peuples qui peuvent disparaître. Mais dans la vision de Musk, etc., c'est cette idée que l'Occident doit faire plus d'enfants. Oui, ça compte énormément. Je pense qu'on est sorti d'une période très malthusienne, que malheureusement certains écologistes nous ramènent à ça, par éco-anxiété, comme ils disent, et vous voyez peut-être les sondages, vous avez près de 40% chez les jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas faire d'enfants parce qu'ils ont peur pour la planète. C'est presque un suicide en réalité. Donc je pense que c'est bien de donner l'exemple. Oui, vous avez beaucoup de femmes qui font la droite, comme vous l'écrivez dans votre bandeau. Je pense que ce qui les caractérise, c'est qu'elles n'ont jamais fait valoir le fait qu'elles étaient des femmes pour exiger des postes. À l'inverse de beaucoup d'autres femmes qui se reposent sur une caractéristique qu'elles n'ont pas méritée, c'est la nature qui leur a donné le fait d'être une femme, et qui ensuite viennent exiger des postes avec la parité, de la discrimination positive. Et là, ce qui me parle dans ces femmes, c'est qu'elles ne font jamais valoir leur féminité pour exiger quoi que ce soit. Alors que chez nous, je finis juste sur ça, chez nous on a Yael Braun-Pivet qui exige la parité jusqu'au moindre village de France, qui est une aberration. On a, vous l'avez peut-être vu, Elisabeth Borne qui veut 50-50 dans les études scientifiques, ce que je trouve parfaitement insultant en tant que femme. Moi, j'ai jamais eu besoin de la discrimination positive pour être forte en maths. Je pense que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a besoin soudain d'être privilégiée. C'est tout un débat. Regardez encore cette photo, puisqu'on va passer aux événements internationaux qui se bousculent ce soir. C'est la photo où les dirigeants européens autour d'Emmanuel Macron avec Volodymyr Zelensky appellent Donald Trump. Vous êtes souvent critique sur eux tous, je pense, en tout cas Emmanuel Macron. Est-ce que là vous dites quand même c'est bien joué ? Je pense que c'est très révélateur qu'on voit ces 4 hommes, pour ce qui est des dirigeants européens, qui ont été très va-t-en-guerre dans les derniers mois et qui, soudain, se réveillent, veulent la paix, appellent Donald Trump, se rallient à sa proposition de cesser le feu. Je trouve ça très bien. Ça va dans les deux sens. D'abord, lui se rallie un peu aussi à eux. Je trouve ça très bien. Lui est en train aussi de se rallier un peu. Souvenez-vous d'Arius Rochebin, il y a 3 mois, quand il disait qu'il fallait la paix, il lui disait qu'il était poutiniste parce qu'il voulait la paix, que c'était l'intérêt de Poutine. Aujourd'hui, tout le monde est en train de comprendre que, puisque la Russie gagne du terrain, c'est peut-être finalement l'intérêt de l'Ukraine, comme on était nombreux à le dire, l'intérêt de l'Ukraine d'avoir un cessez-le-feu rapide. Je trouve ça très bien qu'ils s'y rallient et je trouve ça aussi une bonne image que main dans la main, les deux exigent un cessez-le-feu. Alors